par une froide matinée de février 1511, le roi le plus puissant d'Europe tenait son fils mourant dans ses bras, regardant, impuissant, cette semaine d'espoir s'effondrer. Ce qu'Henri VIII ignorait, c'est que la mort de cet enfant déclencherait une chaîne d'événements si catastrophiques qu'elle détruirait le tissu même de la société anglaise, condamnerait des milliers de personnes au billot et donnerait naissance à l'un des monarques les plus impitoyables de l'histoire. L'enfant qui mourut ce jour-là était plus qu'un simple prince. Il était la clé qui pouvait empêcher le chapitre le plus sanglant de l'histoire de l'Angleterre. Ce n'est pas seulement l'histoire de la mort d'un bébé. C'est l'histoire de la façon dont un seul souffle, jamais venu, a résonné à travers les siècles, créant des vagues de violence, des bouleversements religieux et un chaos politique qui ont transformé une nation entière. Le prince Henri Tudor, duc de Cornouailles, a vécu exactement 52 jours, mais sa mort allait hanter l'Angleterre pendant des générations. Aujourd'hui, nous dévoilons les circonstances terrifiantes de cette tragédie oubliée et explorons comment la disparition d'un enfant a déclenché les événements qui allaient faire de son père le roi le plus redouté de l'histoire anglaise. La mort du premier-né d'Henri VIII ne fut pas seulement une tragédie personnelle. Ce fut le premier domino d'une série qui allait mener à la rupture avec Rome, à la dissolution des monastères, à l'exécution de 2 reines et à l'avènement d'une dynastie fondée sur le sang et la terreur. En explorant ce sombre chapitre, vous découvrirez comment la perte d'un enfant innocent a été le catalyseur de certaines des transformations les plus brutales de l'histoire. Ce que vous allez apprendre changera à jamais votre vision de l'une des périodes les plus tumultueuses de l'Angleterre. À l'hiver 1510, l'Angleterre était au sommet de la puissance européenne, dirigée par un Henri VIII jeune, athlétique et ambitieux, monté sur le trône 2 ans plus tôt. Le royaume vibrait d'optimisme, le nouveau monarque, âgé d'Aix-en Grave-Peine 19 ans, représentait tout ce que son père, Henri VII, avare, n'était pas, généreux, charismatique et déterminé à restaurer la gloire de l'Angleterre sur la scène européenne. La cour scintillait de tournois, de banquets et de mécénat artistiques, tandis que le mariage d'Henri avec Catherine d'Aragon avait conclu l'alliance la plus cruciale de l'Angleterre avec l'Espagne. Pourtant, sous ce vernis doré se cachait un royaume hanté par le spectre de l'instabilité dynastique qui rongeait l'Angleterre depuis plus d'un siècle. La guerre des 2 roses s'était terminée 26 ans plus tôt, et les prétentions des Tudor au trône restaient précaires, fondées davantage sur la conquête que sur des lignées ancestrales. Le père d'Henri avait passé tout son règne à combattre prétendants et rébellions, et le nouveau roi comprenait que la survie de sa dynastie dépendait entièrement de la naissance d'un héritier mâle capable de perpétuer la lignée des Tudor. La pression pour assurer la succession n'était pas seulement personnelle. C'était une question de survie nationale. À une époque où la mortalité infantile emportait un enfant sur 3 avant son premier anniversaire, et où la mort d'un roi sans héritier désigné pouvait plonger une nation dans la guerre civile, la naissance d'un héritier mâle en bonne santé représentait la différence entre la paix et le chaos. Les souvenirs les prétendants yorkistes Lambert Simnel et Perkin Warbeck, qui avaient terrorisé le règne d'Henri VII par leur prétention au trône, restaient présents dans les esprits de la noblesse anglaise. Catherine d'Aragon, de 6 ans son aînée et déjà veuve de son bref mariage avec Arthur, le frère décédé d'Henri, portait le poids des attentes de l'Espagne et des espoirs de l'Angleterre. Sa première grossesse, qui se termina par une fille mort-née en 1510, fut un coup dévastateur qui provoqua une onde de choc dans les 2 royaumes. Les dépêches de l'ambassadeur d'Espagne à Ferdinand d'Aragon évoquaient la grande angoisse d'Henri et la profonde mélancolie de Catherine, préfigurant le coup psychologique que l'échec reproductif allait imposer au couple royal. Le paysage politique de l'Europe du début du XVIe siècle exigeait un leadership fort. Forte de la sécurité dynastique, la France de Louis le Démon représentait une menace constante pour les territoires anglais, tandis que le Saint-Empire romain germanique, sous Maximilien, jouait un jeu complexe d'alliances changeantes. L'Écosse demeurait une préoccupation constante à la frontière nord de l'Angleterre, et les nouveaux mouvements protestants qui commençaient à se manifester en Allemagne menaçaient l'ordre religieux établi. Dans ce contexte instable, un roi sans héritier était un roi dont le royaume était au bord de l'anarchie. Les médecins de la cour, formés aux traditions médiévales de la médecine humérale, comprenaient peu de choses sur la grossesse et la mortalité infantile, au-delà des superstitions et des textes anciens. Ils prescrivaient des saignées aux femmes enceintes, recommandaient d'étranges préparations à base de plantes et d'animaux,
et leurs interventions faisaient souvent plus de mal que de bien. La santé reproductive du couple royal était littéralement entre les mains d'hommes convaincus que l'utérus d'une femme pouvait se déplacer dans tout son corps et que l'alignement des planètes déterminait la survie d'un enfant. Lorsque Catherine annonça sa deuxième grossesse à la fin de l'année 1510, le royaume tout entier retint son souffle. Cet enfant allait soit assurer l'avenir de la dynastie Tudor, soit plonger l'Angleterre dans l'incertitude qui avait marqué le siècle précédent. L'enjeu était on ne peut plus important. Alors que l'hiver laissait place à la nouvelle année 1511, toute l'Europe attendait des nouvelles de la cour d'Angleterre. Le 1er janvier 1511, alors que l'Angleterre s'éveillait à une nouvelle année, les douleurs de l'enfantement de Catherine commencèrent avant l'aube, déclenchant des préparatifs minutieusement orchestrés depuis des mois. Le palais de Richmond se transforma en un lieu sacré où se jouerait le destin de l'Angleterre. De lourdes tapisseries couvraient chaque fenêtre, garantissant une intimité totale, tandis que des brasiers brûlaient de l'encens précieux pour purifier l'air, et que des reliques religieuses étaient disposées stratégiquement autour de la chambre pour invoquer la protection divine. La salle d'accouchement ressemblait davantage à un sanctuaire qu'à un établissement médical, décoré de précieux tissus aux armes royales et baigné de la douce lueur de centaines de bougies. Leur lumière dansait sur des crucifix dorés et des manuscrits enluminés contenant des prières pour un accouchement sans danger. Les assistantes de Catherine, conduites par Lady Margaret Pole, comtesse de Sbury, accomplissaient avec une efficacité remarquable les rituels qui régissaient les naissances royales depuis des siècles, tandis qu'Henri arpentait les couloirs à l'extérieur, son énergie oscillant entre espoir et anxiété à peine contenue. Vers. À 10 heures du matin, les cris du nourrisson résonnèrent dans les couloirs du palais, déclenchant une explosion de joie qui se répandit comme une traînée de poudre dans tout le palais de Richmond. Les courtisans, qui avaient attendu des heures dans un silence tendu, se mirent soudain à célébrer, une fête qui allait durer des jours. Les médecins royaux, menés par le docteur Fernando Victoria, le médecin espagnol de Catherine, déclara la naissance réussie et l'enfant en bonne santé, tandis que les sages-femmes examinaient attentivement le prince nouveau-né, porteur des espoirs du royaume. Le bébé naquit comme un héritier mâle parfaitement formé, décrit par des témoins comme blond et grand, avec des cheveux roux dorés qui le distinguaient sans équivoque du fils d'Henri VIII. Mais les observateurs remarquèrent que le nourrisson faisait preuve d'une vigueur remarquable pour un nouveau-né, pleurant bruyamment et bougeant ses membres avec une force qui semblait promettre un avenir en bonne santé. Les médecins se déclarèrent satisfaits de sa couleur, de sa respiration et de son état général. La réaction d'Henri VIII transforma le père anxieux et impatient en un homme possédé par une joie immense. Des récits contemporains le décrivent pleurant ouvertement, embrassant le messager porteur de la nouvelle et ordonnant immédiatement des cérémonies préparatoires pour annoncer la naissance au royaume et à l'Europe. Le soulagement du roi fut si profond que des témoins ont décrit ses mains tremblantes alors qu'il tenait le faire-part officiel de naissance, tandis que sa voix se brisait d'émotion tandis qu'il dictait des lettres aux monarques étrangers annonçant l'arrivée de son héritier. Le palais de Richmond devint un centre de célébration, tandis que nobles, ambassadeurs et dignitaires de la cour arrivaient pour rendre hommage au prince nouveau-né. Il apportait des présents d'or, d'argent, de pierres précieuses et de tissus exotiques de toute l'Europe. La grande salle s'emplit de fanfares triomphales, tandis que les serviteurs se préparaient à préparer des festins raffinés pour l'annonce officielle. Des messagers montaient les chevaux les plus rapides des écuries royales pour annoncer l'arrivée du prince aux quatre coins de l'Angleterre. Catherine, malgré l'épuisement du travail, recevait un flot constant de visiteurs dans ses appartements. Les dames les plus haut placées de la cour venaient les féliciter et observer de leurs propres yeux le prince qui représentait l'avenir de l'Angleterre, tandis que les courtisans espagnols murmuraient des prières de remerciement pour l'accomplissement par leur princesse de son devoir le plus crucial envers son royaume d'adoption. L'annonce de la naissance du prince Henri déclencha les plus grandes célébrations que l'Angleterre ait connues depuis le couronnement d'Henri VIII. Les cloches des églises sonnèrent sans interruption dans tout Londres pendant 3 jours et 3 nuits, créant un cri de triomphe constant et audible à des kilomètres à la ronde, tandis que des feux de joie flamboyaient sur chaque colline, des cornouailles aux frontières écossaises, formant une chaîne de lumière marquant la jubilation de l'Angleterre pour les observateurs étrangers. À l'abbaye de Westminster, l'archevêque William Warham ordonna des messes d'action de grâce spéciales toutes les heures de la journée. La grande cathédrale se remplit de nobles,
de marchands et de simples citoyens venus prier pour la santé du prince et assister à de magnifiques démonstrations de pouvoir royal. L'hôtel brillait de centaines de cierges et étincelait de vases d'or et d'argent valant plus que les revenus annuels de la plupart des nobles. Tandis que les voix du chœur résonnaient au son d'hymnes spécialement composés pour l'occasion, Henri ordonna une distribution immédiate d'armes aux pauvres de Londres. Des pièces aux armes royales furent dispersées aux fenêtres du palais, tandis que des héros proclamaient la naissance sur chaque place de marché et dans les espaces publics. Les tavernes reçurent des licences royales pour servir de la bière gratuitement à quiconque boirait à la santé du prince, ce qui donna lieu à des célébrations qui se poursuivirent toute la nuit, les citoyens ordinaires se joignant aux festivités commanditées à la cour royale. Les ambassadeurs étrangers rivalisèrent de magnificence. Leurs cadeaux de félicitations, sachant que leur générosité serait remarquée par Henri VIII et pourrait influencer les relations diplomatiques futures. L'ambassadeur vénitien offrit un berceau en or orné de pierres précieuses. Tandis que la délégation française arrivait avec des soieries et des tapisseries valant des milliers de livres, la cour espagnole envoyait des reliques sacrées censées protéger les nourrissons, ainsi qu'un coffre de pièces d'or frappé spécialement pour l'occasion. Le tournoi annoncé pour célébrer la naissance promettait d'être la plus spectaculaire démonstration de magnificence royale que l'Europe ait connue depuis une génération. Henri VIII organisa personnellement de nombreuses festivités, ne lésinant pas sur les moyens pour que ces célébrations restent gravées dans les mémoires pendant des décennies. Le roi ordonna la construction de pavillons temporaires en bois recouverts de drap d'or, tandis que des maîtres artisans travaillaient jour et nuit à la création d'armures et d'armes décoratives qui seraient distribuées en prix aux vainqueurs des tournois. Des proclamations royales annonçaient des festins qui nourriraient des milliers d'invités pendant plusieurs jours, les cuisines du palais travaillant 24 heures sur 24 pour préparer des plats mettant en valeur la richesse de l'Angleterre et la générosité d'Henri. Les menus comprenaient des mets exotiques importés de toute l'Europe et de l'Asie, des pans servis avec leurs plumes de queue intactes, des sculptures en sucre élaborées représentant des scènes de triomphe royal, et des vins des meilleurs vignobles de France et d'Espagne réservés dans les caves royales pour une telle occasion. L'ampleur de ces célébrations envoyait un message clair aux ennemis et aux alliés de l'Angleterre, la dynastie Tudor était non seulement en sécurité, mais possédait aussi les ressources et la confiance nécessaires pour célébrer avec faste, même si d'autres royaumes européens étaient aux prises avec des guerres et des difficultés économiques, positionnant Henri VIII comme un monarque dont le pouvoir et la richesse rivalisaient avec ceux de n'importe quel souverain de la chrétienté. Le baptême royal du prince Henri Tudor représentait bien plus qu'une cérémonie religieuse. Il s'agissait d'un spectacle diplomatique soigneusement orchestré, destiné à asseoir la place de l'enfant dans la politique européenne tout en démontrant le statut de grande puissance de l'Angleterre. Le choix des parrains et marraines d'Henri VIII révélait une réflexion stratégique. Louis le Fidèle de France et Marguerite d'Autriche, représentants des plus importants alliés potentiels de l'Angleterre, lient ainsi ses puissances étrangères à l'avenir de son fils par des liens religieux sacrés aux implications politiques profondes. La cérémonie à l'église des moines pratiquants du palais de Richmond transforma l'espace sacré en une vitrine éclatante de la richesse Tudor. Chaque surface était recouverte d'étoffes d'or, de tapisseries précieuses et d'objets religieux dont la valeur dépassait les revenus annuels de comtés entiers. Les fonds baptismaux, commandés spécialement pour l'occasion, étaient en argent massif et décorés des armes royales et d'images religieuses proclamant la nature divine de l'autorité royale. L'eau bénite avait été bénie par l'archevêque Warham à l'aide de reliques de saints anglais. Le représentant de Louis XIV, le duc de Longueville, arriva avec une suite de nobles français dont les costumes magnifiques et les généreux dont témoignaient de l'engagement de la France à maintenir son alliance avec l'Angleterre. Le duc comprit que le jeune prince pourrait un jour gouverner un royaume susceptible de menacer la sécurité française ou de constituer un allié précieux contre le Saint-Empire romain germanique. Son don d'une coupe en or incrustée de pierres précieuses revêtait une portée symbolique au-delà de sa valeur matérielle, représentant la reconnaissance par la France de la légitimité de la dynastie Tudor. La participation de Marguerite d'Autriche en tant que marraine eut des implications tout aussi importantes. Sa position de régente des Pays-Bas fidèle l'une des femmes les plus puissantes d'Europe, tandis que ses liens familiaux avec le Saint-Empire romain germanique et l'Espagne la prédisposaient parfaitement à servir de pont entre l'Angleterre et les puissances continentales. Sa présence, représentée par la comtesse de Serey comme sa marraine,
témoigna de la volonté des Habsbourg d'entretenir de bonnes relations avec Henri VIII malgré les rivalités complexes qui régnaient sur la politique européenne. La cérémonie baptismale respecta des traditions anciennes mettant l'accent sur le caractère sacré de l'autorité royale. Le jeune prince était vêtu d'une robe de soie blanche brodée de fils d'or, tandis que le Saint-Christ utilisé pour son onction avait été spécialement préparé avec des huiles bénites par le pape lui-même. Les récits contemporains décrivent le bébé comme étant resté calme tout au long de la longue cérémonie, ce que les observateurs ont interprété comme un signe positif de son tempérament futur et de son aptitude à gouverner. La voix claire et forte avec laquelle il pleurait pendant le rituel était perçue comme une preuve de sa constitution vigoureuse. L'importance politique de l'événement n'échappa pas à la noblesse rassemblée, qui comprit que sa présence et son comportement seraient remarqués par le roi et pourraient influencer sa future position à la cour. Cela donna lieu à des démonstrations de loyauté et à des échanges de cadeaux festifs, reflétant les enjeux importants entourant la naissance du prince. La cérémonie se conclut par un somptueux festin qui dura jusque tard dans la nuit, animé par les plus grands musiciens et poètes d'Angleterre, tandis que le jeune prince était présenté aux invités, symbole de l'avenir assuré de la dynastie. L'établissement de la propre maison royale du prince immédiatement après son baptême démontra la confiance d'Henri VIII dans la survie de son héritier et sa détermination à fournir tous les avantages possibles pour le développement de l'enfant, créant une cour miniature qui employait des dizaines de serviteurs et coûtait des sommes énormes à entretenir, mais servait de symbole visible de la richesse royale et de l'importance accordée à la succession. La brève existence du prince Henri Tudor se déroula au sein d'une demeure royale construite sur mesure, rivalisant avec de nombreuses cours européennes en termes de complexité et de coût. Henri VIII ne ménagea aucun effort pour que son héritier reçoive les soins dignes d'un futur roi d'Angleterre. Les appartements du prince au palais de Richmond furent réaménagés spécifiquement pour ses besoins, des chambres maintenues à température contrôlée grâce à des feux allumés en permanence par des équipes de domestiques, tandis que les murs étaient tapissés de tapisseries représentant des scènes héroïques de l'histoire anglaise, destinées à inspirer la grandeur dès ses premiers mois. Le quotidien du nourrisson était le suivant. Régi par des protocoles perfectionnés au fil des siècles de soins aux enfants royaux, chaque repas, chaque changement de vêtements et chaque moment de sommeil était soigneusement documenté par des assistants dont la fonction impliquait une responsabilité majeure pour l'avenir de la dynastie. La nurserie royale employait plus de 30 personnes, des nourrices choisies pour leur parfaite santé et leur moralité, des berceuses dont la seule tâche était de maintenir le berceau du prince en mouvement, et des veilleurs qui veillaient toute la nuit pour assurer sa sécurité et son confort. Dr Fernando Victoria établit un régime alliant les dernières connaissances médicales aux traditions ancestrales. Il prescrivit des régimes spécifiques aux nourrices afin de garantir la qualité du lait et ordonna des examens réguliers pour surveiller le développement du nourrisson. Les rapports médicaux conservés dans les archives royales décrivent un enfant en bonne santé, qui prit du poids régulièrement durant ses premières semaines, réagit correctement aux stimuli et affichait une constitution robuste qui semblait promettre un règne long et prospère. La garde-robe du prince à elle seule. Ce fut un investissement important dans les plus belles matières européennes. De minuscules vêtements étaient confectionnés en soie, velours et drap d'or, brodés de perles et de fils précieux, créant ainsi des œuvres d'art miniatures dignes de l'héritier d'Angleterre. Chaque tenue était spécialement bénie par l'aumônier royal avant d'être placée sur le nourrisson, tandis que ses langes étaient changées plusieurs fois par jour avec des linges préparés selon d'anciennes coutumes censées favoriser la santé et la force. Henri VIII visitait quotidiennement les appartements de son fils, y passant souvent des heures. Il observait le nourrisson dormir ou se nourrir, faisant preuve d'une dévotion paternelle qui surprenait les courtisans habitués à considérer leur roi principalement comme un chef politique et militaire. Les récits contemporains décrivent la fierté manifeste du roi pour son héritier, notant comment son visage s'illuminait lorsqu'il évoquait les progrès du prince, tandis que les visiteurs de la nurserie royale étaient frappés par la douceur d'Henri lorsqu'il tenait son fils dans ses bras. La sécurité entourant le prince était extraordinaire, même selon les normes royales. Des gardes étaient postés à chaque entrée de ses appartements, tandis que des goûteurs veillaient à ce qu'aucun produit potentiellement nocif ne parvienne au nourrisson par l'intermédiaire de l'alimentation de sa nourrice. Cela reflétait la paranoïa qui avait caractérisé le règne d'Henri VII et la compréhension que la vie du prince était le fondement même de la stabilité future de l'Angleterre.
Des protocoles spéciaux régissaient l'accès aux nourrissons, même les nobles de haut rang étant tenus de se soumettre à des rituels de purification avant d'entrer dans la nurserie. Des rapports quotidiens sur l'état du prince étaient préparés pour le roi, documentant tout, des habitudes de sommeil aux réactions aux différents stimuli. Cela créait un enregistrement détaillé de son développement, reflétant à la fois la préoccupation parentale et la nécessité politique de surveiller la santé de l'héritier avec une précision scientifique, établissant des modèles d'observation et de documentation qui deviendraient la norme. Pratique pour les futurs enfants royaux. Le premier signe d'un dysfonctionnement apparut au cours de la 6e semaine de la vie du prince Henri, lorsque les médecins royaux remarquèrent de subtils changements dans son comportement qui, sans être immédiatement alarmants, suggéraient un écart par rapport à la santé robuste dont il faisait preuve depuis sa naissance. Les habitudes alimentaires du nourrisson devinrent irrégulières, avec des périodes de tétée enthousiastes suivies d'épisodes d'apathie où il manifestait peu d'intérêt pour la nourriture. Le docteur Victoria ordonna des examens plus fréquents et des consultations avec ses collègues afin de déterminer les causes possibles de ces variations. Les observateurs de la cour, habitués à voir le prince faire des mouvements vigoureux et des cris forts, commencèrent à commenter en privé des périodes de calme inhabituelles. Ces inquiétudes n'étaient pas encore partagées avec le roi et la reine, car les médecins royaux espéraient que ces changements ne représentaient que des fluctuations normales du comportement du nourrisson. Les nourrices rapportaient que le prince semblait parfois avoir du mal à téter, nécessitant davantage d'efforts pour stimuler son intérêt pour l'allaitement, tandis que ses périodes de sommeil s'allongeaient et ses moments d'éveil étaient moins actifs. Le personnel de la crèche royale, formé à observer chaque détail de l'état du prince, remarqua que son teint paraissait parfois plus pâle que d'habitude. Ce symptôme était intermittent, rendant difficile de déterminer s'il s'agissait d'un véritable problème de santé ou de simples variations normales de l'apparence du nourrisson. Le docteur Victoria ordonna une surveillance accrue de la respiration, de la température et des réflexes généraux, tout en consultant en privé d'anciens textes médicaux et en demandant conseil à ses collègues sur la signification des symptômes observés. Henri VIII, lors de ses visites quotidiennes à la crèche, commença. Sentant que quelque chose avait changé dans l'état de son fils, la nature exacte du problème restait obscure, même pour les médecins expérimentés. Chargé des soins du prince, le roi posa des questions plus fréquentes et plus détaillées sur la santé de son héritier, reflétant une inquiétude croissante face à des symptômes trop subtils pour être clairement diagnostiqués, mais suffisamment persistants pour inquiéter ceux qui connaissaient le mieux le nourrisson. Catherine d'Aragon, encore en convalescence après son accouchement, mais déterminée à surveiller de près l'état de son fils, passait de plus en plus de temps dans la nurserie royale. Elle observait le comportement du prince avec l'œil perçant d'une mère qui pressentait que la santé de son enfant n'évoluait pas comme prévu. Ses assistants espagnols remarquèrent son inquiétude croissante, même si elle s'efforçait de préserver la confiance publique tout en cherchant en privé à être rassurée par les médecins sur l'état de santé de son fils. L'atmosphère à la cour royale commença à changer subtilement, tandis que des rumeurs sur la santé du prince circulaient parmi la noblesse. Ces inquiétudes restèrent toutefois largement tacites par respect pour les susceptibilités royales et par crainte de semer la panique autour de la succession. Les courtisans qui avaient célébré avec enthousiasme la naissance du prince surveillaient désormais attentivement les signes de la façon dont la famille royale réagissait à l'état de leur héritier, comprenant que toute maladie grave pouvait avoir de profondes implications pour la stabilité politique de l'Angleterre. Début février, les symptômes du prince étaient devenus suffisamment prononcés pour que le docteur Victoria se sente obligé d'informer directement le roi de ses inquiétudes. Il souligna que la santé des nourrissons pouvait être imprévisible et que de nombreux enfants présentant des signes précoces de faiblesse vivaient longtemps et en bonne santé, tentant de concilier honnêteté et espoir de guérison du prince, tout en préparant la famille royale à une éventuelle aggravation de l'état de santé de leur héritier. La fin survint avec une rapidité qui choqua même les médecins royaux expérimentés qui surveillaient l'état déclinant du prince Henri. L'enfant, qui semblait simplement apathique, connut soudain une aggravation dramatique aux premières heures du 22 février 1511. Les veilleurs de nuit de la nurserie royale remarquèrent que la respiration du prince était devenue laborieuse et irrégulière, tandis que sa peau prenait ce teint grisâtre que les médecins identifiaient comme l'un des signes les plus inquiétants de la maladie infantile, ce qui déclencha la convocation immédiate du docteur Victoria et d'autres médecins de la cour. Malgré les efforts frénétiques du personnel médical,
une équipe médicale employa tous les remèdes connus de la médecine du XVIe siècle, dont les saignées, les préparations à base de plantes et les prières prononcées par l'aumônier royal. L'état du prince continua de se détériorer rapidement tout au long de la matinée. Les cris du nourrisson, fort et vigoureux à la naissance, devinrent faibles et intermittents, tandis que son petit corps semblait lutter contre des forces que les médecins ne pouvaient ni identifier ni combattre efficacement, les laissant témoins impuissants de la tragédie qui se déroulait sous leurs yeux. Henri VIII arriva à la nurserie pour retrouver son fils. Au stade terminal de la maladie qui avait emporté sa jeune vie. Des récits contemporains décrivent l'angoisse du roi alors qu'il tenait l'enfant mourant dans ses bras, sa puissante silhouette tremblant d'émotion tandis qu'il assistait, impuissant, au déclin de la vie de son héritier. La vision du plus puissant monarque d'Angleterre réduit à l'état de père endeuillé, impuissant à sauver son enfant malgré toute sa richesse et son autorité, a créé l'un des moments les plus poignants de l'histoire de Tudor. Des témoins ont décrit les larmes d'Henri tombant sur le corps minuscule de son fils. Le moment exact de la mort du prince a été enregistré par Royal Clark comme étant survenu vers 11 heures du matin, après une lutte finale de plusieurs minutes, au cours de laquelle sa respiration est devenue de plus en plus faible jusqu'à cesser complètement. Le docteur Victoria déclara officiellement le nourrisson mort après avoir tenté diverses techniques de réanimation qui s'étaient parfois révélées efficaces auprès d'autres enfants. Mais le prince Henri Tudor, duc de Cornouailles, avait échappé à toute intervention terrestre, laissant derrière lui un royaume dont l'avenir était redevenu incertain. La réaction de Catherine d'Aragon fut immédiate et dévastatrice. Elle sombra dans un chagrin si profond que ses suivantes craignirent pour sa vie, tandis que ces dames d'honneur espagnoles la décrivaient comme ayant vieilli en quelques heures. Alors que la réalité de sa perte s'imposait à elle, les cris d'angoisse de la reine résonnèrent dans les couloirs du palais, créant une atmosphère de deuil qui se répandit rapidement à la cour, tandis que la nouvelle de la mort du prince commençait à circuler parmi la noblesse. Les médecins royaux furent confrontés à la tâche ardue de déterminer la cause du décès, bien que leurs examens n'aient révélé aucune explication évidente au déclin soudain de l'enfant. Ils conclurent qu'il avait probablement succombé à l'une des nombreuses maladies mystérieuses qui avaient emporté tant d'enfants durant cette période de forte mortalité infantile. Leur rapport officiel attribua la mort à des causes naturelles, tout en reconnaissant leur incapacité à identifier la maladie spécifique qui s'était avérée fatale, une incertitude médicale qui allait hanter le couple royal pendant des années. Le palais de Richmond, autrefois centre de célébration, se transforma en demeure de deuil, les préparatifs minutieusement préparés pour la poursuite des festivités étant annulés à la hâte et remplacés par de sombres protocoles régissant les décès royaux. Alors que les messagers se préparaient à porter des nouvelles dévastatrices au cours de toute l'Europe où la naissance du prince avait été célébrée seulement cette semaine plus tôt, la réponse publique d'Henri VIII à la mort de son fils révélait la performance complexe exigée des monarques du XVIe siècle qui étaient censés maintenir la dignité royale même face à la dévastation personnelle. Le roi adopta une attitude soigneusement maîtrisée qui masquait un profond chagrin et rongeait son âme. Les récits contemporains décrivent Henri apparaissant en public quelques jours après la mort du prince, menant les affaires royales avec un calme apparent, tout en luttant en privé contre une angoisse qui menaçait de submerger sa légendaire maîtrise de soi. La préoccupation immédiate du roi était d'éviter toute panique quant à la succession, conscient que toute manifestation de faiblesse ou de désespoir pourrait encourager les ennemis de l'Angleterre à exploiter la vulnérabilité soudaine du royaume. Les proclamations royales soulignaient que, si la perte du prince Henri était profondément pleurée, le roi restait jeune et vigoureux, espérant engendrer de nouveaux héritiers, affichant ainsi une résilience destinée à maintenir la stabilité politique dans un contexte de profonde incertitude. Derrière son sang-froid royal de façade, le comportement d'Henri révélait la profondeur de son trouble émotionnel. Gortia remarqua son irritabilité croissante, sa tendance à se retirer des activités sociales qui lui procuraient auparavant de la joie, et son obsession pour les exercices militaires et la chasse, qui semblait destinée à épuiser son corps et à le distraire de la tristesse causée par sa perte. L'appétit légendaire du roi pour les festivités et les divertissements s'estompa rapidement, laissant place à une morosité qui allait devenir de plus en plus caractéristique de la suite de son règne. Les funérailles du prince Henri Tudor représentèrent l'une des cérémonies les plus fastueuses et les plus coûteuses de l'histoire royale anglaise. Henri VIII canalisa son chagrin en une démonstration spectaculaire de magnificence royale,
témoignant à l'Europe de la richesse de la dynastie et de sa détermination à honorer l'héritier défunt avec une splendeur sans précédent. Les préparatifs ont nécessité des semaines de travail intensif de la part de centaines d'artisans, d'artistes et de serviteurs qui ont travaillé sans relâche pour créer des funérailles dignes d'un futur roi. L'abbaye de Westminster s'est transformée en une magnifique cathédrale de deuil, chaque surface étant drapée d'un fin tissu noir, tandis que des milliers de bougies créaient une forêt de lumière vacillante qui allait brûler tout au long des cérémonies qui s'étalaient sur plusieurs jours. Le maître-autel était recouvert d'une étoffe d'or et entouré de reliques religieuses valant des fortunes. Le minuscule cercueil du prince, taillé dans le plus beau chêne anglais et recouvert de velours et de métaux précieux, occupait la place d'honneur sous un des spécialement commandés. Le cortège funèbre s'étendait sur des kilomètres à travers les rues de Londres, partant du palais de Richmond et traversant lentement la capitale, tandis que des milliers de citoyens se pressaient le long du chemin pour lui rendre hommage. Le cortège comprenait des centaines de nobles à cheval en grande tenue de cérémonie, des membres du clergé portant des bannières religieuses et chantant des hymnes aux morts, ainsi que des représentants de toutes les corporations d'artisans et de marchands de Londres, créant un défilé spectaculaire qui prenait des heures pour passer d'un point à l'autre. Le service funéraire proprement dit, dirigé par l'archevêque Warham avec l'aide de dizaines de membres du clergé de haut rang, comprenait une musique spécialement composée pour l'occasion tandis que la noblesse assemblée participait à des rituels soulignant à la fois l'espoir chrétien de la résurrection et les revendications royales de faveur divine malgré la tragédie qui avait frappé la dynastie. La cérémonie s'est conclue par la rupture symbolique du bâton de fonction du prince et la déclaration officielle de son décès, suivie immédiatement de prières pour la santé du roi et de la reine et d'espoir pour les futurs héritiers. Les suites immédiates de la mort du prince Henri ont provoqué une onde de choc dans les cercles diplomatiques européens, les ambassadeurs s'efforçant de réévaluer les relations de leur royaume avec l'Angleterre face à la succession soudaine et incertaine du Tudor. La cour de France, qui planifiait des campagnes militaires en se basant sur la stabilité de l'Angleterre, se trouva soudain contrainte de reconsidérer sa position stratégique. Tandis que les autorités espagnoles s'inquiétaient de la perte d'influence de Catherine d'Aragon dans un royaume où sa principale valeur résidait dans sa capacité à engendrer des héritiers mâles, la noblesse anglaise se retrouvait confrontée au défi immédiat de gérer la politique de la cour, où la succession était redevenue incertaine, les obligeant à réévaluer leur position et leurs allégeances tout en maintenant une neutralité prudente sur des sujets sensibles liés à la reproduction royale et à la sécurité de la dynastie. Les familles qui s'étaient positionnées comme des soutiens du jeune prince ont soudainement vu leurs investissements dans la faveur royale perdre toute valeur. D'autres, quant à elles, ont vu des occasions de défendre leurs intérêts en offrant réconfort et soutien au couple royal en deuil. La mort créa une crise de succession qui allait hanter Henri VII pour le reste de son règne, transformant le jeune roi, auparavant confiant, en un monarque de plus en plus désespéré dont l'obsession de produire un héritier mâle allait finalement remodeler la société anglaise d'une manière que personne n'aurait pu imaginer en 1511. L'impact psychologique de la perte de son fils en bonne santé quelques semaines seulement après avoir célébré la sécurité apparente de sa dynastie créa un traumatisme qui se manifesta par le comportement de plus en plus erratique d'Henri envers ses épouses, une paranoïa croissante à propos de la faveur divine et une volonté de détruire toute personne ou tout ce qui se dressait entre lui et ses ambitions dynastiques. La position de reine de Catherine d'Aragon devint immédiatement plus précaire après la mort de leur fils. Cette vulnérabilité ne se manifesta cependant que plusieurs années plus tard, car elle continua à concevoir des enfants qui ne survivaient pas jusqu'à l'âge adulte. Cela a créé un modèle d'espoir et de déception qui a lentement érodé la confiance d'Henri dans leur mariage, tout en établissant un modèle d'anxiété de grossesse royale qui caractériserait chaque conception ultérieure avec des précautions élaborées et des observances religieuses conçues pour éviter une autre tragédie, mais qui augmentait souvent les niveaux de stress. Les implications plus larges pour le droit successoral anglais devinrent évidentes lorsqu'Henri VIII commença à envisager des scénarios impensables du vivant du prince Henri, notamment la possibilité d'un héritage féminin par l'intermédiaire de ses filles survivantes ou la nécessité de désigner d'autres héritiers parmi ses parents plus éloignés. Ces considérations forcèrent le roi et ses conseillers à examiner les précédents juridiques et les principes constitutionnels restés théoriques pendant les périodes de succession masculine assurée. Les années qui suivirent la mort du prince Henri furent marquées par les tentatives de Catherine d'Aragon de plus en plus désespérées pour offrir à Henri VIII l'héritier mâle tant désiré, ce qui se traduisit par une série de grossesses se soldant par des fausses couches,
des mortinaissances et des décès d'enfants en bas âge. Chaque annonce de grossesse raviva les célébrations qui avaient marqué la conception du prince Henri. Mais les échecs répétés à engendrer des enfants survivants ont engendré une anxiété et une superstition croissante autour de la reproduction royale, qui ont consommé d'énormes ressources et une énergie émotionnelle considérable, sans produire de fils vivants. La réponse d'Henri VIII à ces échecs reproductifs persistants a évolué d'un soutien patient à une frustration à peine dissimulée, puis à une hostilité ouverte envers sa femme, qu'il a commencé à rendre responsable de leur incapacité à assurer la succession, malgré les connaissances médicales de l'époque qui attribuaient les problèmes de fertilité exclusivement aux femmes. Le désespoir du roi s'est manifesté par des observances religieuses de plus en plus élaborées destinées à s'attirer les faveurs divines, notamment des pèlerinages vers des sanctuaires sacrés, des dons de charité massifs aux institutions religieuses et la commande de messes et de prières spéciales qui consommaient des portions importantes du trésor royal sans pour autant produire les résultats escomptés. La mort du prince Henri Tudor, ce matin de février 1511, constitue l'un des exemples les plus marquants de l'histoire montrant comment un instant peut changer le cours de la civilisation humaine. En l'espace de 7 semaines et 2 jours, le destin de l'Angleterre a basculé, passant de la continuité catholique et de la stabilité dynastique à la révolution religieuse, aux bouleversements politiques et aux transformations culturelles qui allaient remodeler non seulement les îles britanniques, mais aussi le monde anglophone tout entier. Si le prince Henri Tudor avait survécu jusqu'à l'âge adulte et accédé au trône d'Angleterre sous le nom d'Henri IX, toute la trajectoire aurait été bouleversée. L'histoire de l'Angleterre et de l'Europe aurait été fondamentalement différente. Un héritier mâle survivant aurait mis fin à la quête désespérée d'Henri VIII pour des fils légitimes, préservant ainsi la position de reine de Catherine d'Aragon et empêchant le mariage avec Anne Boleyn, qui a marqué le début de la rupture de l'Angleterre avec Rome. Le paysage religieux de l'Europe du XVIe siècle aurait évolué de manière complètement différente si l'Angleterre était restée dans le giron catholique sous Henri IX. Élisabeth, sans doute la plus grande monarque d'Angleterre, ne serait jamais née dans cette chronologie alternative, car Anne Boleyn serait restée une courtisane mineure plutôt qu'une reine. L'époque élisabéthaine, avec son épanouissement littéraire, son exploration et sa puissance navale, n'aurait jamais eu lieu, laissant la culture anglaise se développer selon des lignes entièrement différentes tout en empêchant la défaite de l'armada espagnole et l'établissement de la suprématie navale anglaise. Les transformations sociales et économiques qui ont accompagné la réforme anglaise n'auraient pas eu lieu, ce qui signifie que les terres monastiques seraient restées entre les mains de l'Église plutôt que d'être redistribuées à la noblesse. L'ironie tragique de la situation est que la quête désespérée d'Henri VIII pour retrouver le fils qu'il avait déjà possédé et perdu allait finalement le conduire à détruire tout ce qu'il avait juré de protéger. Son mariage, son Église, sa noblesse et, au final, des milliers de ses sujets, révèlent le pouvoir destructeur du deuil lorsqu'il se mêle au pouvoir absolu et à l'autorité religieuse. L'enfant mort dans les bras de son père avait déjà assuré la succession de Tudor, mais sa mort a laissé une blessure psychologique qui a duré des décennies, empoisonnant finalement toutes les relations et institutions que le roi touchait. Les implications plus larges vont bien au-delà de la crise immédiate de la succession de Tudor et englobent des questions fondamentales sur le lien entre tragédie personnelle et changement historique. La réforme protestante en Angleterre, le développement du christianisme anglican, la montée du pouvoir parlementaire, l'établissement de la suprématie maritime anglaise et la création éventuelle de l'Empire britannique, trouvent tous leurs origines directement ou indirectement dans le chagrin et le désespoir qui consumèrent Henri VIII après la mort de son fils. Ce qui est peut-être le plus effrayant, c'est de réaliser que la violence et la persécution religieuse qui ont caractérisé le règne ultérieur d'Henri VIII, les exécutions de Thomas More et de John Fisher, la dissolution des monastères, le bûcher des martyrs protestants et catholiques, la décapitation d'Anne Boleyn et de Catherine Howard, tout cela est né de la dévastation psychologique causée par le fait de voir un enfant en bonne santé dépérir malgré tous les avantages que la richesse et le pouvoir pouvaient offrir. Le roi qui tenait son fils mourant dans ses bras en 1511 n'était pas encore le monstre qui allait terroriser l'Angleterre pendant les 4 décennies suivantes. Mais les germes de cette transformation furent plantés dans ces moments d'angoisse et d'impuissance. Le berceau vide du palais de Richmond devint, à sa manière, l'un des objets les plus influents de l'histoire anglaise, car sa vacance poussa Henri VIII à entreprendre des actions qui remodelèrent la civilisation elle-même, dans ses tentatives désespérées de le combler d'un autre fils.
Parfois, les personnages historiques les plus marquants sont ceux qui n'ont pas vécu assez longtemps pour marquer l'histoire, et pourtant, dont la brève existence et la mort tragique résonnent à travers les siècles d'une manière qu'aucune action consciente ne saurait jamais accomplir. En réfléchissant à cette tragédie oubliée qui a changé le monde, nous restons avec la conscience obsédante que la liberté religieuse, le gouvernement constitutionnel et les réalisations culturelles issues du tragique XVIe siècle anglais ont été acquis au prix du sang de milliers de personnes et bâtis sur la tombe d'un enfant innocent dont le seul crime était de mourir trop tôt.